Alors, donc bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des examens du CAP esthétique cosmétique. Je vais vous parler assez rapidement donc, des épreuves attendues, les épreuves professionnelles et les épreuves générales. Ensuite, je vais vous parler des inscriptions académiques qui vont bientôt démarrer. On pourra faire un petit point sur l'organisation pédagogique, les stages, s'il y a des questions, et voilà, s'il y a des petites questions aussi sur le matériel ou tout ce qui est forum. Donc, je coupe les micros. Il y a la barre de chat sur le côté s'il y a des questions euh, en même temps que je parle, il n'y a pas de souci. Donc, les examens du CAP. Donc, vous avez dû voir dans les documents, du coup, sur votre espace élève, vous avez le livret d'accueil qui explique déjà certaines choses, mais vous avez après les descriptifs des examens. Donc, vous avez les définitions des épreuves d'examen, des matières pro et matières générales, euh, avec les coefficients et vraiment ce qui se déroule dedans. Donc, je vais vous parler aujourd'hui surtout des matières professionnelles parce que c'est la majorité, là, cette année, j'ai pas, je sais plus s'il y a une personne qui a une matière générale. Ah si, peut-être. Mais bon, voilà, c'est plus de matière pro, en général, qui vous intéresse le plus. Donc, il y a une première épreuve, c'est l'EP1. Donc, c'est l'épreuve technique de pratique qui va concerner tout ce qui est peau. Donc, la peau, le visage, les mains, les pieds. Donc, c'est une épreuve qui dure 2 heures 45 minutes. Sur cette épreuve, donc, il y a 45 minutes qui vont être allouées aux questions, sachant qu'il y a des questions de sciences, donc en biologie, cosmétologie, technologie des appareils. Une fois que les 45 minutes sont passées, même si vous avez fini avant, vous devez attendre le top départ pour faire ensuite les 2 heures de pratique. Et sur les 2 heures de pratique, donc ça va être divisé en plusieurs temps. Donc il y aura un soin du visage, donc il y a un sujet qui est donné. Donc il y a un soin du visage à faire. Donc il faut trouver, déterminer le type de peau par rapport à la fiche de diagnostic qui est fournie. Établir votre protocole complet en fonction du type de peau que vous avez déterminé. Ce n'est pas du tout la peau de votre modèle, hein, c'est vraiment la peau du sujet. Ensuite, il y a un maquillage beauté à faire. Donc, ce sera soit du jour, du soir, encore une fois, selon le sujet. Et une technique de soin au niveau des mains ou des pieds. Et là, c'est écrit, vraiment ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire plus que ce qu'il y a d'écrit. C'est-à-dire qu'on peut vous demander un gommage sur la main droite, un masque sur la main gauche, ou un modelage des deux mains, ou un gommage des deux mains, ou des deux pieds. Il ne faut pas faire plus que ce qui est demandé, parce que vous n'aurez pas le temps de faire plus en 2 heures. Le soin du visage, il dure entre 1 heure, voire 1 h 15 quand c'est des types de peau un peu particuliers, où il y a vraiment des techniques spécifiques. Le maquillage, bien souvent, vous le faites à la fin. Donc, il vous reste des fois, il peut rester des fois une demi-heure, mais des fois, il reste qu'un quart d'heure, 10 minutes. Et la technique de main ou des pieds, idéalement, on la fait entre les deux. C'est-à-dire que quand vous avez le masque du visage qui pose, bah, vous pouvez faire la technique sur les mains ou les pieds, ça fait gagner du temps. Tout ça, on le reverra. Je referai une conférence au mois de mars où là, bah, vous aurez déjà un petit peu plus avancé dans les cours. Donc, ce sera un petit peu plus, ça vous parlera aussi un petit peu plus. Et donc, on verra un petit peu tout ça en détail. Je vous donnerai vraiment le détail des barèmes de points pour chacune des épreuves. Là, ce qu'il faut savoir, donc, c'est l'épreuve EP1 qui dure 2 heures 45 et il y a un coefficient. On est sur un coefficient 6. Donc, c'est la plus grosse épreuve, on va dire. La deuxième épreuve de pratique, c'est le P2. Donc, c'est un coefficient 4. Et là, on est sur une épreuve qui dure 2 heures 30. Alors, c'est un peu le même système. On a toujours des questions de sciences, biologie, technologie des appareils et cosmétologie, sur 30 minutes cette fois. Et après, il reste donc également 2 heures de pratique. Donc, sur les 2 heures de pratique, on va avoir tout ce qui est technique lié au faner. Donc, ça va être épilation. Donc, il y a 2 zones d'épilation qui sont imposées. Les zones, ça va être soit les aisselles, maillot. Alors, le maillot, c'est du classique ou du échancré léger, on va dire. Vous avez les demi-jambes, les jambes complètes ou les avant-bras. Voilà. C'est les zones qui peuvent tomber. Et c'est à vous de trouver la bonne cire. Donc, selon la zone, tout ce qui est maillot aisselle, c'est la cire
sans bande. Et tout ce qui est grande zone, donc bras, jambes, c'est la cire avec bande. Ça, c'est pareil, on pourra le revoir en détail lors de la prochaine conférence en mars. Donc, 2 zones à épiler imposées. Une technique d'épilation au niveau des sourcils également, qui tombe systématiquement. Donc, les sourcils, on peut aussi utiliser la cire s'il y a beaucoup de poils d'entretien. Sinon, c'est la pince à épiler, on veut voir. Dans les vidéos, les fascicules, la vidéo sur l'épilation des sourcils, elle est à la pince, où je montre les 2 pinces différentes. Et une technique au niveau des ongles. Donc, soit ce sera une pose, enfin, une manucure, donc, ou un soin des ongles des pieds, c'est mains ou pieds. Donc, soit soin des ongles plus pose de vernis classique, soit préparation de l'ongle, qui est un peu plus rapide, et pose de vernis semi-permanent, main ou pied. Ça, c'est pareil, c'est donné. En termes de couleur, c'est du clair ou du foncé. Quand c'est du vernis classique, on vous précise nacré ou laqué. Tout ça, c'est écrit dans les sujets. En général, les 2 heures sur cette épreuve-là sont un petit peu plus... elles passent un petit peu moins... Enfin, ça, vous arrivez à mieux caler, à mieux gérer le temps sur cette épreuve-là. L'épreuve où le temps passe plus vite, si je peux dire, c'est vraiment la première épreuve avec le soin visage. Parce que c'est le plus dense. Donc, voilà pour les 2 épreuves de pratique qui contiennent toutes 2 des questions de sciences. Vous avez déjà les sujets d'examen blanc qui sont débloqués sur votre espace élève. Vous pouvez voir vraiment, vous pouvez aller jeter un œil. Vous les ferez plus tard, hein, vous les faites en avril, en mai, il n'y a pas de souci. Mais le fait de voir un peu maintenant, ça vous donne un petit peu une idée de comment sont faits les examens, sachant que c'est vraiment les questions de sciences sont très rapides. Les contrôles que vous avez dans vos cours sont beaucoup plus complets que les questions qui sont posées lors de l'épreuve. Souvent, on entend un mot où il y a un schéma, voilà. Mais le fait de comprendre et de bien vous entraîner vous permet d'avoir le mot-clé, parce que s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas le point. Si vous travaillez régulièrement, il n'y a pas de raison d'avoir peur avec ces questions de sciences. Troisième épreuve professionnelle, qui est aussi importante parce que c'est aussi un coefficient 4 comme l'épreuve EP2. Ça va être l'épreuve EP3, pardon, qui a un nom à rallonge. Hein, c'est conduite d'un institut de beauté et de bien-être, relation avec la clientèle et vie de l'institut. En gros, c'est la vente, c'est l'épreuve de vente. Donc, c'est une épreuve orale. On dit qu'elle dure 40 minutes. Bon, des fois, c'est un peu moins. Dans cette épreuve orale, vous avez plusieurs choses. Donc déjà, il y a un sketch de vente. Donc là, c'est une mise en situation. Donc vous avez un des jurys, souvent il y a 2 jurys. Un des jurys qui va jouer le rôle d'un client et vous allez devoir, on va vous dire un thème. Donc les thèmes, ça peut être soit parfumerie, ça peut être soit produits de soins, produits de beauté, produits de maquillage ou prestations de services. Parce qu'on peut vendre aussi des prestations de services en institut. Donc là, il y a 4 thèmes. On doit vous donner le thème. Après, c'est à vous, dans vos questionnements, d'aller trouver qu'est-ce que le faux client, en fait, souhaite. Donc, vous avez tout un protocole à suivre en termes de sketch de vente, où là, vous avez tout qui est détaillé dans le fascicule de vente, où il y a déjà l'accueil, vous avez l'entretien avec plusieurs questions, des questions ouvertes, question fermée pour préciser. Une phrase de reformulation qui est très importante, on en reparlera aussi lors du live de mars, parce que là, j'insiste vraiment sur la reformulation, c'est des points à ne pas perdre, et ça permet de bien ficeler la vente pour ensuite proposer la bonne chose, parce que vous avez la validation de la cliente. Ensuite, donc, on présente le produit ou la prestation, puis après, on va jusqu'à poser à quelque chose de complémentaire, la vente, l'encaissement, la fidélisation, et jusqu'à dire au revoir. Donc, c'est vraiment un sketch complet qui va durer normalement 10 minutes. Donc, finalement, 10 minutes, ça passe assez vite. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, il ne faut pas trop dépasser le temps. Donc, on peut tolérer si ça fait 10, 15 minutes, mais si votre sketch ne fait que 3 minutes, en général, c'est que vous n'avez pas fait toutes les étapes. Donc, ce sera bien de vous entraîner. Pour les personnes qui le souhaitent, on pourra faire des entraînements lors des lives, mais on peut aussi le faire en visio, en tête-à-tête, lors de rendez-vous ou même par téléphone. Il ne faut pas hésiter à me demander. Donc, voilà, déjà, première chose dans cette épreuve EP3, donc le sketch d'à peu près 10 minutes.
Ensuite, il va y avoir un dossier de vente à présenter. Donc, ce dossier de vente, je vais vous en parler tout de suite après. Vous avez 10 minutes pour le présenter. Donc, on va dire 8 à 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on vous coupe. Donc là, pour le coup, il faut se chronométrer pour ne pas dépasser les 10 minutes. Si ça fait 8, c'est bon. Si vous faites que 4 minutes, ce n'est pas suffisant. C'est que votre oral, il n'y a pas assez de choses qui a été dites. Suite à la présentation de ce dossier, vous avez après des questions du jury. Ça fait à peu près aussi 10 minutes en moyenne. Tout dépend des questions, tout dépend si vous répondez ou pas. Il y a des jurys, quand vous ne répondez pas trop, bah, des fois, ils vous reposent d'autres questions. Ou alors, si dès les premières questions, c'est parfait, on ne vous embête pas plus. Donc, du coup, ça peut être plus ou moins 10 minutes. Voilà, 3 temps. Le sketch de vente, la présentation du dossier et les questions. Sachant que le sketch de vente, ça vaut autant de points que présentation du dossier plus réponse aux questions. Ça, c'est mis ensemble. On reverra les détails des points également sur la prochaine conférence. Mais sinon, vous avez tout dans les documents sur votre espace élève. Sur les 40 minutes, on vous parle aussi d'un temps préparatoire d'à peu près 5 minutes, à savoir que avant, ça n'existait pas, ce temps préparatoire sur l'ancien référentiel. Donc, clairement, la majorité des jurys n'utilisent pas ce temps préparatoire parce qu'on ne voit pas qu'est-ce que vous allez en faire en fait. Donc, voilà, non, on se lance. Soit vous démarrez par le dossier, soit vous démarrez par le sketch. Mais voilà pourquoi 40 minutes. Donc voilà pour les épreuves professionnelles. EP1, COEF6, 2h45, EP2, COEF4, 2h30 et EP3, donc la vente, COEF4 également et donc une bonne demi-heure, on va dire. Au niveau des épreuves générales, pour en parler très rapidement, il y a des personnes qui ne disposent d'aucun autre diplôme sont obligatoirement convoquées pour passer les épreuves générales. Ça va être le français, histoire géo, mathématiques, sciences physiques et l'anglais, je vais en parler après. Le français, l'histoire géo, on est sur un coefficient 3, qui a une partie écrite, une partie orale. On est sur une durée de 2h25, tout compris. L'oral, c'est pour l'histoire géo, où il y a des documents à présenter, ça ne dure pas très longtemps. Et le français, c'est une partie écrite. On va se retrouver un peu sur des matières un peu comme au brevet des collèges. Il y a une étude de documents et après une rédaction à faire. Les maths et la science physique, c'est sur la même épreuve. On est sur un coefficient 2, ça dure 1h30. Donc on compte à peu près 45 minutes pour les maths, 45 minutes pour la science physique. Donc là, c'est que des questions qui s'enchaînent. Donc c'est plein de petits exercices comme vous avez dans les fascicules. L'anglais. Alors, pour l'anglais, ils voulaient rendre l'anglais obligatoire à tout le monde. Seulement selon les diplômes, les niveaux d'études ou autres, bah, il y en a qui sont exemptés de passer l'anglais. C'est pas très clair. D'une académie à l'autre, il y en a, parce que j'ai déjà eu le cas, deux personnes qui avaient le même diplôme en BTS. Il y en a une qui n'a pas eu l'anglais et il y en a une qui a eu l'anglais. Bon, je ne cherche pas à comprendre. Donc c'est pour ça que je débloque l'anglais à tout le monde dans les cours. Parce que au moins, si jamais quand vous allez faire l'inscription académique, vous avez l'anglais, ou si on vous l'ajoute après quand vous avez les convocations, vous avez de quoi réviser. On est sur un anglais du parler au quotidien, en fait. On n'est pas sur du vocabulaire professionnel. On est vraiment sur du niveau collège. Donc, au niveau de l'épreuve, c'est une épreuve qui va durer 1 heure à l'écrit. Et il y a un oral également à part qui va être à peu près de 5-6 minutes. Le coefficient, on est sur un coefficient 1. Sur l'écrit, il y a 3 parties différentes. D'abord, il y a un audio qu'on écoute, un QCM à cocher en fonction de ce qu'on a entendu. Après, il y a des questions en anglais, on répond en français. Et la troisième partie, c'est l'inverse. Questions en français, on écrit en anglais. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Il ne faut pas avoir peur de l'anglais si jamais on se retrouve à devoir le passer.
La autre épreuve également qui existe, c'est le sport, pour les matières générales. Maintenant, bien souvent, quand on est sur des formations, des CAP, formations adultes, et d'autant plus à distance, on exempte. Donc, il suffit de mettre exempté quand on remplit au niveau de l'inscription académique. Il n'y a plus besoin maintenant d'avoir un justificatif médical dans ce cadre-là. Et la dernière épreuve qui est facultative, là tout le monde peut choisir de la faire, qu'on ait les matières générales ou pas, c'est le dessin à appliquer. Donc c'est une matière que j'ai débloquée également à tout le monde. Euh, Même si vous ne voulez pas passer l'épreuve, c'est toujours intéressant d'étudier un peu le fascicule. Pourquoi? Parce que quand vous faites du maquillage, ou enfin beaucoup pour le maquillage d'ailleurs, mais ça peut être aussi pour tout ce qui est artistique au niveau des ongles ou autre. Le fait d'avoir des bases un petit peu en art appliqué, une notion de colorimétrie, etc., ça aide quand même. Ça fait partie, le côté un petit peu artistique. On n'est pas sur les beaux-arts, hein, on est vraiment sur la base du vocabulaire des arts appliqués. Donc c'est quand même bien de l'étudier un peu, ce fascicule. Euh, pour l'examen, avant, c'était une épreuve qui était obligatoire dans le CAP. Euh, Ils ont, depuis le nouveau référentiel, donc c'est devenu facultatif. Et surtout, avant, c'était vraiment que lié à l'esthétique. Donc les sujets d'examen, c'est ceux que vous avez un peu dans les contrôles, hein, sur la plateforme élève. Donc c'est vraiment maquiller un visage ou faire un packaging de produits cosmétiques, etc. Là, maintenant, l'épreuve d'art appliqué, ça concerne tous les CAP. Donc il faut le savoir. Si vous choisissez de le prendre pour gagner des points, vous pouvez très bien tomber sur une tablette de chocolat à devoir dessiner ou faire la pub pour une baguette de pain. Enfin, bon, voilà, il y a un peu n'importe quoi, mais la tablette de chocolat, elle est vraiment tombée. Donc, c'est des points à gagner. Je le conseille aux personnes qui ont les matières générales et qui aiment bien un peu le dessin. Ça permet de gagner des points. Si vous n'avez pas de matière générale, que vous avez que les matières professionnelles, c'est pas une épreuve qui va venir vous apporter vraiment grand-chose, ou alors elle peut faire monter un peu la moyenne générale, mais elle ne va pas du tout compter dans la moyenne des matières professionnelles. Donc, elle ne va pas sauver ces matières-là. Euh, donc, voilà un petit peu pour les différentes épreuves. Donc, au niveau de l'examen, comment ça se passe? Donc, si on a euh, toutes les matières à passer, on doit avoir une moyenne de 10 sur 20 pour la partie matière pro et une moyenne de 10 sur 20 pour la partie matière générale. Et pour valider le CAP, bien entendu, il faut un minimum de 10 sur 20 en totalité. Euh, les personnes qui, par exemple, donc, elles ont du pro et du général, donc n'auraient pas, elles auraient, admettons, 11 sur 20 en moyenne totale des matières pro, mais elles auraient, admettons, 5 sur 20 en moyenne totale des matières générales, le CAP n'est pas validé. Il faut vraiment qu'il y ait la moyenne partout. Pour les personnes qui n'ont pas de matière générale, du coup, uniquement la moyenne des matières professionnelles. Euh, Dans les matières professionnelles, une matière peut sauver l'autre. Vous pouvez avoir le P2 qui peut sauver le P1, ou le P3 qui peut aider à remonter également pour arriver à la moyenne. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la moyenne à toutes les matières. Euh, je dis ça pour soulager un petit peu parce que des fois, avec le stress, quand on arrive le jour de l'examen, si on a l'impression d'avoir un petit peu raté ou autre, il faut vraiment aller jusqu'au bout parce que c'est jamais perdu en fait, hein. Déjà, on ne sait pas les notes qu'on va avoir parce que c'est un jury, donc c'est un peu une note. Enfin, on ne sait pas ce que le jury vous met concrètement. Et si vous avez une autre épreuve derrière, elle peut venir vous quand même rattraper éventuellement ce qui aurait été peut-être loupé. Donc, on ne panique pas. Point très important aussi au niveau des examens, tout ce qui est bénéfice de notes, vous les gardez 5 ans. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas validé la totalité de l'examen, mais que vous avez validé certaines matières, vous gardez toutes les notes au-dessus de 10, vous les gardez pendant 5 ans pour repasser l'année d'après uniquement là où vous avez en dessous de 10. Si jamais. Voilà. Il faut toujours aussi prévenir sur ce point-là. Il n'y a pas de session de rattrapage comme le bac, en fait, hein. Il faut réattendre. Euh, voilà un petit peu déjà pour les examens. Est-ce qu'il y a des questions?
Non. Au niveau de l'inscription académique, donc là, c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il faudra ne pas louper là dans les semaines qui arrivent. Pour pouvoir passer l'examen qui aura lieu donc en mai-juin, toujours ces dates-là, mai-juin, il faut procéder à l'inscription académique à l'automne. L'inscription académique, selon les académies, elle peut ouvrir dès la mi-octobre, mais il y en a qui ouvrent au mois de novembre, et ça peut être jusqu'à mi-décembre. D'une académie à l'autre, ce ne sont pas les mêmes dates. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire que si vous loupez la période d'inscription académique, vous ne passerez pas l'examen en 2025. Il faudra attendre l'année d'après. Donc ça, c'est important. Je vais vous envoyer le lien. C'est sur Cyclades. Alors, Cyclades. Cyclades, c'est le site officiel pour faire les inscriptions académiques pour tous les examens. Je vais vous envoyer le lien de toute façon dans le mail après avec le lien du replay. Vous regarderez quand vous irez sur Cyclades, vous pouvez déjà aller voir si la session est ouverte ou pas et si auquel cas il y a les dates. Donc il faut choisir donc CAP dans les diplômes, vous choisissez CAP. Après, vous choisissez votre académie. L'académie, c'est celle de votre lieu d'habitation. Ce n'est pas l'académie de L Formation. Moi, je suis sur la Gironde, donc c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous devez choisir celle où vous habitez. Puisque quand vous allez de toute façon remplir votre fiche, vous allez mettre votre adresse. Et si l'adresse ne correspond pas à l'académie sélectionnée, l'inscription ne fonctionnera pas. Ça va bloquer. Donc, une fois que vous avez vu les dates, voilà, vous avez repéré. Donc, dès le début, faites-le très vite pour être tranquille après. Donc, il va y avoir plein de petites questions. Donc, il faut prendre bien 5-10 minutes pour faire l'inscription académique. On prend le temps. Donc, il y a tous vos coordonnées à remplir, etc. On va vous demander justement si vous avez déjà des diplômes. Donc, il faudra préciser. Vous mettez le plus haut diplôme que vous avez. Si vous avez un autre CAP, vous pouvez aussi le préciser. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler d'une matière, c'est la PSE. La PSE qui tombe dans les matières générales. C'est prévention, santé, environnement. Les personnes qui ont déjà un CAP ou un BEP ne passeront pas cette épreuve. Mais toutes les autres personnes, même si vous n'avez pas les matières générales, vous l'aurez cette épreuve-là, la PSE. Quelqu'un qui a un bac, un BTS par exemple, va passer la PSE. Quelqu'un qui a un CAP ne l'aura pas à le repasser, parce que c'est uniquement dans les CAP et les BEP. C'est une épreuve qui dure 1 heure, c'est une étude de documents. Donc vous avez aussi le cours qui est débloqué. Rien de très compliqué, on peut souvent avoir plein de points avec ça, mais c'est une matière générale. Voilà. Donc du coup, au niveau de l'inscription académique, donc je reprends. Donc on va vous demander donc, voilà, les diplômes. Il faudra choisir, parce que je ne sais plus dans quel ordre exactement, dans passage de diplôme, vous mettez passage global. Si vous choisissez l'autre, il me semble que c'est passage, je ne sais plus si c'est différé, je ne sais plus le mot, mais en gros, ça vous fractionne le CAP. Passage global, c'est que vous passez le CAP dans l'intégralité par rapport à votre niveau d'études. Donc, passage global. Ça va vous demander le lieu. Donc, dans le lieu d'académie, vous pouvez avoir ça dépend comment c'est fait selon les académies, mais si on vous demande où le passer, vous choisissez à distance. Donc déjà, candidat libre à distance, vous sélectionnez, parce que ça va vous enlever l'obligation des stages, donc c'est important. Et après, vous pouvez avoir un déroulé pour choisir le lieu de passage d'examen, et ça va vous mettre le nom de l'académie avec le numéro du département. Donc vous choisissez ce qui est au plus proche de vous. Et des fois, c'est carrément le nom de ville. Donc vous choisissez la ville qui est au plus proche de vous. Voilà, d'une académie à l'autre, c'est pas le même déroulé, mais vous allez le voir à ce moment-là. C'est des questions qu'on me pose à chaque fois. Donc, passage global, candidat libre ou candidat à distance, et vous choisissez votre numéro de département si à un moment donné, ça vous est demandé.
Si vous avez la moindre difficulté, vous m'envoyez un message ou vous m'appelez, on peut le faire ensemble par téléphone. C'est pas compliqué, mais il y a juste des fois ces petites questions-là où des fois on ne sait pas toujours quoi mettre. Ensuite, il suffit de suivre la marche à suivre. Vous allez avoir à la fin un récapitulatif. Donc, vous contrôlez bien tout ce qui va être vos coordonnées. Vous allez avoir le récapitulatif des épreuves que vous allez avoir. Donc, si jamais on vous a mis les matières générales alors que vous ne les aviez pas, peut-être que vous avez mal rentré le diplôme avant. Donc, on refait marche arrière. Donc, on vérifie tout ça. Et après, vous avez validé. Donc, une fois que vous validez, vous allez recevoir un document soit par mail, soit sur votre espace Céclad directement. Ce document très important va être à imprimer, à signer, à renvoyer à l'académie avec les documents qui sont demandés. Si vous ne faites pas ça, votre inscription n'est pas validée complètement. Le fait de faire Cyclade, l'inscription numérique ne suffit pas. Il faut aussi envoyer après le document qui demande. Alors, il y a certaines académies, vous pouvez l'envoyer via la messagerie Cyclade et d'autres, c'est par courrier. Ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, donc vous verrez, ce sera tout bien écrit. Entre-temps, avant de renvoyer ce document, vous pouvez, moi, me l'envoyer par mail si vous voulez que je contrôle, que je vérifie que tout est bien rempli. Vous pouvez me l'envoyer par mail ou même en photo, SMS, enfin, voilà, n'hésitez pas. Comme ça, je jette un petit œil et je vous dis c'est bon, vous pouvez valider, vous pouvez envoyer la confirmation d'inscription. Très important, gardez trace de tout ce que vous envoyez. Si c'est un envoi par mail, vous demandez un accusé de réception. Si c'est un envoi par courrier, vous demandez un accusé de réception. Pourquoi? Parce que ça arrive chaque année, alors pas forcément dans mes élèves, mais en tout cas sur la France, d'avoir des courriers qui se perdent. Et si à l'académie, vous n'avez pas de leurs nouvelles, vous leur dites, moi j'ai bien tout envoyé, ils vont vous demander la preuve d'envoi. Donc tout ce que vous envoyez à l'examen, vous devez envoyer cette preuve. Pareil pour le dossier de vente, je vais vous en reparler après du dossier de vente avec les stages, mais vous allez devoir à un moment donné envoyer le dossier de vente à l'académie, c'est vers le mois de mars-avril, souvent avril, voire mai. On envoie avec un justificatif, toujours. Sinon, l'épreuve, c'est 0, s'il n'y a pas de dossier de vente. Donc, vous allez même le jour de l'examen avec votre justificatif d'envoi. Vous n'aurez pas de nouvelles de la part de l'académie jusqu'à la convocation que vous aurez vers mars-avril. Donc, ne soyez pas étonnés si en décembre, janvier, février, vous dites est-ce qu'ils ont bien reçu ou pas, parce que je n'ai pas de nouvelles. D'où l'importance d'envoyer qu'un justificatif. Si jamais vous avez des nouvelles de leur part, bien souvent, c'est parce que soit il manque quelque chose à votre dossier ou qu'ils ont besoin d'une précision. Sinon, vous n'avez pas de nouvelles d'eux. À moins que ça change cette année, mais bon, ça fait des années que c'est comme ça, ce serait étonnant. Donc voilà pour l'inscription académique. Donc, très important, là, entre octobre, novembre, voire début décembre, selon les académies. Vous recevrez du coup les convocations au printemps. Donc, bien souvent, elles arrivent fin mars, mais la moyenne, c'est avril. Avril, mi-avril, fin avril. Et certaines élèves, des fois, le reçoivent début mai. Ça dépend aussi des académies. Il y a des épreuves qui commencent des fois dès la fin avril, surtout pour les matières générales, pour tout ce qui est oral. En tout cas, les épreuves de pratique, les épreuves professionnelles et l'oral de vente, c'est souvent à partir de mi-mai jusqu'à fin juin. Donc, il peut y avoir un grand écart. Il y en a début juin, ils ont tout fini, et il y en a, ils n'ont rien fait. Ça dépend vraiment. Les seules dates que vous avez en commun, c'est les dates d'écrit pour la PSE, pour les maths, enfin tout ce qui est général aussi. Les dates d'écrit, c'est souvent la première semaine de juin d'ailleurs, les écrits. Pour la pratique, au niveau de l'examen, vous pouvez avoir le P2 et le P1 la même journée. Bien souvent, c'est le P2 le matin, le P1 l'après-midi. Parce qu'il y a des critères bien particuliers au niveau des modèles. Donc ça, tout est décrit, mais ça, je vous les redonnerai aussi quand on refera vraiment la conférence vraiment sur parler vraiment des épreuves. Mais grosso modo, vous devez amener votre modèle.
Vous pouvez avoir un modèle pour chaque épreuve de pratique, mais si c'est sur la même journée, ça peut être le même modèle. C'est plus facile à gérer et ça vous évite d'avoir un stress si vous avez un modèle qui n'arrive pas pour l'après-midi. Comme ça, vous l'avez sous la main toute la journée. Vous pouvez déjà chercher vos modèles. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y ait des poils, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'épilation définitive sur vos modèles, même au niveau des sourcils. Pas de maquillage semi-permanent, que vous devez démaquiller, remaquiller. Donc, pas tout ce qui est liner, trait de rouge à lèvres, extension de cils, tout ça, il ne faut pas. Également, tout ce qui est prothèse ongulaire, non plus. Il faut que les ongles soient nus pour que vous puissiez travailler dessus. Et voilà, ça, c'est vraiment les critères principaux. S'il y a des piercings visage, on les fera retirer. Voilà. Après, les tatouages corps, tout ça, on s'en fiche. Pour vous-même, d'ailleurs, je pense aux ongles parce que c'est souvent aussi la question. Euh, voilà. Pour l'examen, il faut les ongles nus. Normalement, en pratique, piercing au nez, ouais, ça va. Ouais, ouais. J'ai aussi. Moi, je l'ai fait après mon BTS à l'époque, mais bon, maintenant, on est quand même. On est moins vieille école. C'était il y a 20 ans. Donc, mais oui, oui, vous pouvez. Après, en- en- ça va être votre présentation. Il faut que vous ayez une présentation qui soit propre. Enfin, voilà, les cheveux attachés. Alors, les boucles d'oreilles, on met des petites boucles d'oreilles. Enfin, voilà, après, c'est toutes des questions de. Voilà, pas trop long. C'est ça. Les cheveux, voilà, la mèche, on attache, etc. Bon, voilà. Il y a pas de... On se maquille, après on n'est pas obligé de trop se maquiller, mais un minimum comme en professionnel en fait, hein, comme en institut on va dire, et les ongles nus, rien dessus. Voilà, ça c'est des fois la chose quand on est habitué à faire de la prothésie pour soi, pour passer l'épreuve, oui, faut les retirer. Et pour vous et pour votre modèle. Euh, voilà un petit peu au niveau des inscriptions de l'examen. Vous avez des questions sur ça? C'est clair. Je pense que j'oublie rien pour les inscriptions. Bon, de toute façon, il y a toujours des questions après en cours d'année. Je vais vous parler des stages maintenant et du dossier de vente, parce que c'est important de le prévoir en amont. Le dossier de vente, du coup, euh, vous avez dans le fascicule, dans les cours de vente, vous avez un fascicule qui est dédié au dossier de vente avec une trame. Très important de bien suivre cette trame, c'est la trame officielle. Vous avez 3 exemples de dossiers derrière euh, pour vous montrer voilà, un peu différentes façons de faire, mais qui suivent la trame. Faites attention à ce que vous trouvez sur Internet, parce qu'il y avait une ancienne trame avant le changement de référentiel donc de 2018, mais qui a eu lieu en 2020. Donc les dossiers d'avant étaient différents. On attendait une fiche produit, une fiche prestation de service, etc. Si jamais vous allez piquer, parce que je rigole parce que j'ai déjà eu le cas chaque année, pas chaque année, mais au moins tous les 2 ans, j'en ai une qui me fait le coup, qui récupère un dossier qui a été fait à l'époque, où il y a une fiche produit, une fiche prestation, etc. Ça n'est plus attendu, on n'est plus sur le même dossier. Donc bien attention à suivre la trame, c'est pas compliqué à faire, il faut surtout respecter le nombre de pages, c'est 5 pages maximum, plus la page sommaire, plus la page de présentation. On a le droit d'avoir des annexes, mais voilà, pas trop. Il faut vous dire que le dossier, il va être regardé par le jury le jour J. En fait, on arrive le matin, j'ai été jury pour les CAP ventes, donc on arrive le matin, on nous donne tout un tas de dossiers. On a à peine 1 heure pour, enfin même pas, peut-être une demi-heure pour les regarder. Donc en fait, on les découvre vraiment quand la personne le présente. Donc il faut que ça respecte le fait d'avoir la trame, c'est plus facile à suivre. Et du coup, on voit si c'est conforme ou pas. À savoir que le dossier de vente n'est pas noté en tant que tel, mais il contribue fortement à votre note d'oral, puisque vous allez le présenter. Donc, si vous respectez la trame, que tout ce que vous amenez est attendu, normalement, vous validez votre présentation orale. Euh, Très rapidement, parce que vous avez le détail dans le cours, mais vous avez les 2 premières pages qui vont concerner l'entreprise. Donc, une entreprise, un institut de beauté, une parfumerie, un bar à ongles,
euh, un maquillage shop, enfin voilà, ça peut être plein de choses, toujours en rapport dans le métier. Mais ça peut être aussi, des fois j'ai des élèves qui avaient fait sur une mise en place de soins dans un EHPAD. J'ai déjà eu aussi de la parapharmacie avec le côté cosmétique. Voilà, il y a plusieurs choses. Des fois, il y a des élèves qui présentent aussi un petit cabinet si elles ont fait un cabinet à domicile. C'est possible aussi. Après, c'est plus facile quand on prend une structure classique, une parfumerie, un institut, c'est le plus simple. Donc, il faut présenter donc 2 pages pour présenter ça, donc les coordonnées, etc., l'organigramme. S'il n'y a pas d'organigramme, il faut quand même mettre la personne toute seule, voilà, pour montrer qu'on sait faire un organigramme. Tout ce qui est concurrence, tout ce qui est proposé dedans, les prestations, très rapidement, on fait un listing, les produits, pas tout citer, mais voilà, grosso modo. Et dans la deuxième partie qui fait donc 3 pages maximum, il faut présenter la vitrine. Donc, la vitrine, ça va être, s'il n'y a pas de vitrine, bah, il faut préciser qu'il n'y a pas de vitrine. Voilà. Parce que c'est pas de dire qu'on l'a oublié, mais juste qu'elle n'existe pas. Et du coup, on pourra préciser à l'oral comment l'enseigne se fait connaître. Il y a une partie pour parler de tout ce qui va être promotion, mise en avant. Donc là, le fait de faire un stage, par exemple, c'est plus facile de présenter quelque chose qui est concret. Par exemple, la Saint-Valentin, une offre duo, moins 20%, ou moins 20, enfin, euros, moins 20 euros, enfin, je n'importe quoi, sur une prestation duo, hop, voilà, on présente et après on fait un petit bilan. Donc, bah, il y a eu tant de retours, ça a bien fonctionné par rapport à l'année d'avant, etc. Ou pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on attend. Et il y a un passage aussi, j'ai oublié, qui va être sur la présentation des locaux. Donc, comment c'est aménagé. Ce qui est très important, c'est de mettre des photos. Donc, le fait de faire un stage, même si c'est 2, 3 jours, ça vous permet de prendre des photos, d'être un peu immergé dedans et de pouvoir présenter le lieu facilement après à l'oral. Quand on a été dans un endroit, on peut plus facilement emmener la personne à voyager dedans, si je puis dire. Donc, à l'entrée, c'est comme ça. On a les produits de soins sur la gauche, les parfums sur la droite, etc. Enfin, voilà. Euh, Si on ne peut pas faire de stage, c'est vraiment l'impossibilité, vous pouvez tout à fait choisir alors soit un endroit, un institut ou une parfumerie que vous connaissez, vous-même en tant que cliente, qui fait que vous allez le présenter comme si vous y étiez en stage finalement, euh, mais au moins vous connaissez l'endroit et c'est plus facile à décrire. Et pour tout ce qui va être photo, bah, soit vous demandez l'autorisation, si c'est un institut où vous êtes cliente habituelle, voilà, pourquoi pas. Soit sinon, des fois, il y en a qui prennent les photos sur Internet de l'institut en question et qui font leur dossier comme ça. C'est possible aussi. Pour la partie promotionnelle, du coup, bah, il faut voir sur place qu'est-ce qui s'est fait. Ça va être un peu la seule difficulté si on ne peut pas faire de stage, c'est qu'en fait, devant le jury, c'est toujours compliqué de dire j'ai pas fait de stage. Parce que bah, déjà, vous n'avez pas forcément à vous justifier de votre situation ou autre. Il y a des jurys qui peuvent être compréhensifs, mais il y en a qui peuvent l'être moins. Donc en fait, vous jouez le jeu comme si vous aviez fait le stage. euh, et des fois, bon, voilà, on peut être plus ou moins à l'aise. Donc, il faut vous dire que l'épreuve de vente, c'est un peu du théâtre, que ce soit la partie sketch ou la partie présentation du dossier. On est vraiment, c'est pour voir un peu si vous avez la notion de vocabulaire, que vous mentiez ou pas, on s'en fiche. C'est plus de voir comment vous êtes à l'aise et si vous savez ce que c'est, par exemple, le merchandising ou le thème organigramme ou voilà, c'est ce genre de mots techniques, on va dire, que vous devez maîtriser. Ça sert à ça, l'oral de vente, essentiellement. Donc voilà pour ce dossier. Donc, le dossier de vente. Vous pouvez commencer à le préparer. Donc, admettons, vous avez un stage là pour les fêtes de Noël, par exemple. Bah, vous faites votre dossier. En un week-end, il peut être fait si vous y êtes à fond. Vous pouvez le faire en janvier, février. Enfin, votre dossier, je vous conseille de me l'envoyer déjà avant
même s'il n'est pas terminé, hein, vous me l'envoyez par mail, une première ébauche, même si vous voulez le terminer, enfin, peu importe. Février-mars, essayez de me l'envoyer vraiment au plus tard. Au plus tard, mi-mars, au plus tard, fin mars. Pourquoi? Parce qu'il y a des académies qui vous demandent de renvoyer les dossiers de vente début avril. Donc, vous pouvez vous retrouver avec votre convocation, même si vous passez les épreuves en mai-juin, vous pouvez avoir un envoi de dossier qui se fait en date limite 6-7 avril, par exemple. En général, c'est début mai. Mais selon les académies, c'est pas toujours pareil. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'avoir les dossiers prêts pour la fin mars. Comme ça, vous êtes plus tranquille. Si on vous le demande au mois de mai, au moins, il est prêt. Bien souvent, on vous le demande en un exemplaire à envoyer par courrier sur le lieu. Le lieu d'envoi, ce n'est pas l'académie, ce sera le lieu où vous allez passer l'épreuve de vente. Elle sera écrite sur la convocation. Si vous avez le moindre doute, soit vous me demandez, soit vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail à l'académie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le dossier? Oui, la non-présentation du dossier, c'est 0 à l'épreuve. Donc, très important de garder toute trace d'envoi ou de dépôt. Il y en a qui vont les déposer directement au lieu de vente, enfin au lieu d'examen, pardon. Il y a certaines académies qui demandent 2 exemplaires, ce sera précisé, mais la majorité, c'est un seul exemplaire. Il faut que ce soit relié par un petite spirale avec idéalement un petit carton derrière et un petit transparent devant. Donc, c'est un dossier très fin. Je vous conseille d'avoir votre propre exemplaire le jour J, avec la preuve que vous l'avez envoyé ou déposé. Le fait d'avoir votre dossier dans les mains. Alors, une feuille blanche, mais quand vous allez vous présenter, le jury va avoir le dossier sous les yeux et vous allez présenter comme si vous faisiez un petit exposé. Voilà, donc comme mon dossier de vente, vous présentez l'institut machin truc, hop, voilà, donc le sommaire, vous lisez le sommaire, patati, patata, et vous présentez comme ça votre dossier, mais vous pouvez aussi l'avoir sous vos yeux à vous et tourner en même temps que les pages du jury. Donc ça vous aide vraiment, c'est un support. Ce qu'il ne faut pas, c'est le lire. Et ce qu'il ne faut surtout pas, parce que c'est déjà arrivé, c'est d'écrire dessus. Aucune annotation. Vous devez avoir un dossier vraiment qui est vierge. Sinon, c'est pris pour de la triche. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai une de mes élèves, alors c'était il y a plusieurs années maintenant, c'était il y a une dizaine d'années, elle avait écrit partout sur son dossier de vente. Elle a eu 0 à l'épreuve. Enfin, ils ne lui ont pas mis 0, ils ont dû lui mettre 1 pour ne pas lui faire une élimination. Mais quand bien même, elle n'a pas eu son CAP puisque la vente lui a fait tout chuter. Et pourtant, elle sortait d'un BEP vente. Donc, elle avait un diplôme en vente, déjà. Et bon, voilà. Donc, c'est la petite anecdote. En général, on s'en souvient pour ne pas écrire dessus. Donc, au niveau des stages, vous n'avez aucune obligation de stage parce que vous êtes inscrite en tant que candidate individuelle. Par contre, c'est du coup recommandé pour ce dossier de vente dans un premier temps. Vous avez la convention de stage sur votre espace élève. Vous pouvez choisir un ou plusieurs lieux de stage, c'est comme vous voulez. Ça peut être des stages de 1 journée, de 3 semaines, de 1 mois. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse 12 au même endroit, sinon il y a une rémunération obligatoire du maître de stage. Vous pouvez faire sur un mi-temps. Enfin, vous gérez complètement. La seule chose, c'est vous m'envoyez, moi, la convention signée qui est déjà signée par le maître de stage et par vous, vous me la renvoyez et je vous la renvoie ensuite une fois que je l'ai signée à mon tour. Comme ça, c'est bien carré au niveau de votre dossier. Et c'est pour les assurances entre vous et le lieu du stage. Après, bon, c'est les assurances pro. Il y a des questions sur les stages. Si j'ai tout. Voilà. Donc, pas d'obligation, mais recommandé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour tout ce qui est pratique, la partie pratique, au niveau du stage, beaucoup ne pratiquent pas en stage. Donc, vous pouvez, si vous tombez sur un maître de stage qui a le temps et qui a les moyens de vous faire pratiquer, c'est toujours intéressant et enrichissant. Mais faites bien attention à distinguer la pratique scolaire, ce que vous avez avec les vidéos et les fascicules, et la pratique institut,
où là, des fois, on prend d'autres habitudes qui ne sont pas attendues à l'examen. À l'examen, vous allez avoir un jury qui va être plutôt carré, plutôt scolaire. Donc, bien faire attention à ça. Je rebondis du coup sur le matériel. Pour l'examen, vous devez amener tout votre matériel, donc toute la liste que vous avez sur l'espace élève, vous devez tout apporter. Donc c'est une grosse valise, voire une valise plus un sac, parce que le linge, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Les devis fournisseurs, que ce soit PBI ou SLA, que j'ai fait faire, vous pouvez en choisir d'autres, hein, mais en tout cas, j'ai fait faire les devis en fonction de cette liste-là. Donc, voilà, il faut que vous ayez tout. La seule chose que vous n'avez pas à amener, ce sont les appareils qui sont mis à dispo, sauf l'appareil pour le semi-permanent. Ça, vous devez l'avoir, c'est un appareil LED ou EUV. Tout ce qui est appareil épilation, appareil pour le visage, bien sûr la table, enfin voilà, tout ce qui est gros matériel, ça c'est mis à dispo. Mais tout le reste, vous devez l'avoir. Alors, petite question, on m'a expliqué que la partie épilation était la plus exigeante, vrai ou faux? Ça dépend des jurys. Ça dépend. En fait, la partie épilation, c'est souvent, donc c'est la première épreuve, c'est le P2, mais vous la faites le matin. Vous commencez par le P2 quand c'est sur la même journée. Et souvent, on commence l'épreuve par l'épilation. Donc en fait, c'est la première chose que le jury voit de vous de toute la journée. Donc ils ont tendance à être un peu au taquet à ce moment-là. Donc il peut y avoir effectivement une certaine exigence, mais pas que. C'est aussi sur les autres. Ce qu'on va vraiment faire attention, c'est toute la partie protocole, hygiène, euh, le choix de cire. Si jamais vous vous êtes mis un peu de la cire sur les doigts, mais que vous avez tout de suite le côté pratique, on met un peu d'huile pour éviter que ça colle. Vous faites attention à votre modèle, à la posture. Vous faites attention à quand on applique sur les jambes, on applique sur le plus loin, puis après au plus près. Enfin, il ne faut pas se coller dessus. Il y a tout un protocole. Si vous respectez le protocole, que vous respectez les règles d'hygiène ou autres, déjà vous gagnez vos points. Après, si votre épilation, elle n'est pas parfaite, et s'il reste deux, trois poils, machin, bon, voilà, c'est pas, on n'est pas sur une exigence par rapport à ça. C'est vraiment plus sur ce que vous allez faire. Mais j'ai envie de vous dire que c'est le cas pour toute la partie pratique, que ce soit épilation ou soin du visage, ou même les techniques des ongles. Souvent, les ongles ou le maquillage du visage, c'est en fin d'épreuve. Donc le jury, il a tendance à être un petit peu plus relâché, parce qu'il est déjà en train de commencer à noter les points, etc. Il est plus vigilant au début qu'en fin d'épreuve. Souvent, c'est comme ça. Mais sinon, non, c'est pas la partie épilation qui est la plus exigeante. Ça dépend vraiment. De toute façon, je vous redonnerai les petits conseils hein, pour quand on fera la conférence en mars, mais idéalement, on se met dans sa bulle, on prend soin de son modèle, on lit le sujet. Très important de ne pas faire de hors-sujet, parce que des fois, on peut faire quelque chose de bien, mais qui n'est pas dans le sujet. Donc, vous n'avez pas les points. Donc vraiment prendre le temps de se poser, de lire. Et puis après, c'est bon. Tout ça, on pourra en reparler même au fur et à mesure des lives, hein. Vous aurez certainement des questions aussi en fonction de l'évolution de votre pratique. Il y a, donc, voilà, pour le matériel, j'ai fini. Pas de questions sur le matériel. C'est assez clair, vous avez tout, hein. Des fois, il y a des personnes qui m'envoient des photos quand vous trouvez des fois du matériel à prix intéressant sur Vinted ou Le Bon Coin. N'hésitez pas, si vous voulez mon avis ou autre, à m'envoyer. Mais en tout cas, oui, des fois, vous trouvez des kits complets à moindre coût. Donc, c'est intéressant. Puis après, au niveau des marques fournisseurs, vous pouvez les contacter directement pour avoir tel ou tel produit, faire des devis juste pour vous. Vous avez un forum sur l'espace élève où vous pouvez aussi poser des questions, interagir. Alors souvent c'est un peu timide sur le forum, mais il suffit de quelqu'un pose une question et puis hop, des fois ça débloque, donc pas hésiter. Je ne suis pas tout le temps, on ne voit pas toujours ce qu'il y a dessus. Donc si vous avez des questions directement, bah, moi vous pouvez me contacter par la messagerie de votre espace élève, par mail, SMS, WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer aussi des vidéos, des photos de ce que vous faites, faut pas hésiter.
En tout cas, voilà, au niveau de la pédagogie, je réponds présent dès que vous avez besoin par rapport à ça. Vous êtes un peu seul dans l'apprentissage, mais pas tout seul au final. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter aux moindres questions. Faire des petits listings aussi pour les lives, ça peut servir à d'autres personnes quand on peut s'y connecter. Euh, voilà. En général, au cas par cas, j'ai répondu pas mal sur tout ce qui est organisation pour la biologie, la cosmétologie, etc. Donc, en gros, pour chaque personne, ça va être un peu différent en termes d'heures d'organisation à la semaine ou au quotidien. Donc après, quand vous avez vraiment du mal à trouver comment faire, contactez-moi et on voit ensemble ce qui peut être fait pour que vous soyez le plus opérationnel possible. Mais en gros, au plus simple, je dirais donc par exemple donc en biologie, vous allez regarder euh, le, le contrôle, sur quoi il porte. Ça vous permet de savoir où vous arrêtez au niveau des cours. Vous reliez, vous lisez, vous intégrez. Vous faites les exercices en question. Les exercices, des fois, il y a des questions en plus, mais c'est pas pour vous piéger, mais c'est pour jouer avec le vocabulaire. Vous avez les corrigés. S'il y a des choses pas comprises, vous me demandez. Vous avez ensuite vous relisez votre cours, vous pouvez faire un résumé si vous le souhaitez ou surligner si vous avez en impression papier. Et après, vous essayez de faire le contrôle que vous m'envoyez par mail. Le contrôle, je vous le corrige en général dans la semaine. Tout dépend à quel moment vous me l'envoyez. Je vous débloque le suivant. Et après, vous le retrouvez sur votre espace élève avec une note, le barème de notes progressive, et le corrigé du contrôle. Tous les contrôles ont un corrigé qui est débloqué et tous les corrigés des contrôles peuvent vous servir de base de révision pour l'examen. Vous avez vraiment les points clés, les points essentiels des cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relire le cours au moins une fois avant les examens, mais c'est vraiment les révisions tout au long de l'année et de dernière minute, je dirais. On peut faire de la mise en situation maquillage, épilation et vous envoie la vidéo pour voir si les protocoles et gestes sont respectés côté pratique. Oui, tout à fait. Vous pouvez m'envoyer. J'ai eu pas mal d'élèves qui m'envoient des vidéos. Alors, des fois, c'est des petites vidéos de 1 à 2 minutes. Des fois, on m'envoie des vidéos de 10 minutes. Enfin, voilà. Sur WhatsApp, c'est là où ça passe le mieux. Mais pas hésiter, même envoyer des photos du poste de travail. Enfin, dès que vous avez un doute sur votre pratique, voilà, vous pouvez m'envoyer à tout moment. Au contraire, moi, ça me permet de voir aussi où vous en êtes. Puis c'est plus enrichissant dans l'échange, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Euh, En tout cas, au niveau de la pratique, vous avez vraiment tout le descriptif dans les fascicules. Vous avez les vidéos, euh, donc à voir, à revoir, à faire en même temps. Et puis après, c'est à force de pratiquer où la gestuelle va s'acquérir. Vraiment. Mais c'est très important vraiment de pratiquer. Si vous n'êtes pas équipé encore là, c'est pas grave. Il y a des personnes des fois qui démarrent la pratique en janvier, parce que des fois il y en a, elles reçoivent les kits pour les fêtes de Noël. Enfin, bon, voilà, il y a toute cette partie-là. Euh, Pas de souci, Karen. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, et, et du coup, bah, si vous commencez la pratique au mois de janvier, c'est pas grave. Après, tout va dépendre du temps que vous allez en faire. Au revoir. Voilà. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres points, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Euh, voilà, donc on a parlé, un petit récap, on a parlé des examens, des épreuves professionnelles, des épreuves générales. L'inscription académique, donc je répète, très important, l'inscription académique à faire. Là, je n'ai pas vérifié les dates des académies, mais vous allez pouvoir le voir directement en voyant le lien. Si vous avez le moindre souci pour faire votre inscription académique, vous me demandez. Si elle n'est pas faite dans le temps requis, ce sera trop tard. Donc, très attention pour pouvoir bien passer votre épreuve donc en mai-juin 2025. Voilà. Donc, stage, matériel. Je pense qu'on a fait à peu près le
tour. En tout cas, si vous avez la moindre question, on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc prendre un rendez-vous en perso, soit au téléphone, ça peut être aussi des rendez-vous en visio, ça peut être pour des questions de cours, ça peut être pour des questions pédagogiques, ça peut être pour des questions aussi de motivation. Des fois, on peut avoir un petit peu des baisses de morale ou autre, ça peut arriver. C'est pas grave, ça fait partie aussi du processus. À savoir que l'enseignement à distance, c'est déjà reprendre les études en reconversion, c'est pas facile, mais quand on est en plus sur de la distance, c'est un challenge personnel très important. Donc, il y a une partie de développement de soi qui se fait en parallèle. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Quand on a l'entourage qui est un soutien, ça peut aider, mais des fois, on peut se sentir un petit peu aussi isolé. Donc, je suis là aussi pour ça. Et le forum aussi, hein, vous pouvez tout à fait aller chercher par là. N'hésitez pas également, des fois, il y a des personnes qui sont sur la même académie, donc si je vois que vous n'êtes pas trop loin l'une de l'autre, je peux vous mettre en relation si c'est votre demande, si vous voulez vous entraîner aussi entre vous. C'est des choses on peut aussi organiser. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça. Il y a beaucoup de cours, beaucoup de matières, c'est très dense. Mais quand on avance, au fur et à mesure, ça s'épure. Parce qu'en fait, c'est là où on voit qu'en biologie, il y a un lien avec la cosmétologie, qu'il y a un lien avec la pratique, qu'il y a un lien avec l'invente. C'est-à-dire que conseiller un produit de beauté pour le visage, bah, il faut connaître la partie biologie, savoir comment fonctionne la peau. Il faut connaître la cosmétologie, savoir comment fonctionnent les produits. Il faut connaître la partie pratique, diagnostiquer la peau de sa cliente pour pouvoir lui prodiguer le meilleur pour elle, lui conseiller le mieux. Et du coup, la vente, donc savoir mener sa vente tout en étant dans le conseil, ce qui va lui correspondre. C'est pas vendre pour vendre, mais vraiment vendre quelque chose qui lui correspond. Donc c'est ça la différence. Donc là, on voit qu'on a déjà plusieurs matières qui finalement se réunissent en une seule. Donc c'est là où je vous dis que plus vous avancez et plus les cours finalement s'allègent. Voilà. Au niveau aussi, question aussi qui revient assez régulièrement, pour vos modèles, pour l'examen, votre modèle va être majeur, mais pour vous entraîner à la maison, vous pouvez tout à fait le faire sur hommes, femmes, enfants. Il y en a beaucoup qui s'entraînent sur leurs enfants, des fois quand il n'y a pas le choix. Mais attention à certaines pratiques, selon bien sûr l'âge de l'enfant, parce que c'est pas non plus la même patience qu'un adulte. Sur les ados, c'est déjà plus facile, mais par exemple, un enfant, on peut lui faire un modelage des mains, un modelage des pieds par rapport au protocole que vous avez. Mais n'hésitez pas à me demander également si vous pouvez faire telle ou telle pratique, utiliser tel ou tel produit en fonction de l'âge ou de la peau de la personne. Et dernier point aussi important au niveau justement de la peau des jambes, si vous suspectez la moindre dermatose ou problème atypique que vous ne sauriez déterminer, on ne pratique pas, on demande un avis médical. Vous-même ne donnez pas d'avis médical aux gens, vous n'êtes pas médecin. Mais en tout cas, voilà, on attend de voir que si on peut bien appliquer les produits. Des fois, il y a des réactions. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, je pense avoir fait le tour cette fois. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Donc voilà, vous verrez cette conférence en replay. Et puis, s'il y a des questions par la suite, vous n'hésitez pas. Allez, bon courage pour tout et à très bientôt.